Voilà, alors je vous présente Virgile de Clercq. Il a écrit un livre. Alors je ne le connais pas bien, parce que je le connais depuis 2 jours. J'étais sur Facebook et je swipais, hein, comme on le dit, et je suis tombé sur sa page, et quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, bah, je vais l'inviter. Comme ici c'est vraiment ouvert à tout public, et j'ai trouvé que le thème il était pas mal, je me suis dit, bah, ça va être pas mal, et donc je l'appelle, et il répond dans le quart d'heure, c'est la jeunesse, hein, ils sont connectés. Et donc, bah, ça s'est fait comme ça en 1 heure. Il a dit ok, je viens. On s'est arrangé pour les transports, on s'est arrangé pour tout, et il est là et on peut l'applaudir. Alors, comme je vous dis, je ne le connais pas bien. Alors, je vais demander qu'il se présente lui-même et qu'il va présenter son sujet lui-même, parce que j'ai peur de faire une bêtise. C'est une jeune branche qui va vous parler de vieilles pierres. On va parler de patrimoine, qui est une thématique qui a été complètement désertée ces dernières années, finalement, des campagnes politiques ou finalement des grandes politiques européennes. Et donc, je vais vous parler de local, je vais vous parler de patrimoine et de ce qui se passe en Wallonie et parfois qui est trop méconnu. Je vais vous montrer un petit peu rapidement quelques images, finalement, le genre de combat que je peux mener en Wallonie depuis quelques années en tant que directeur d'une association spécialisée en protection du patrimoine, en tant qu'étudiant en architecture et aussi en droit. Je ne dors pas beaucoup, mais on garde espoir. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est derrière. Je n'ai juste pas de son. Ils lisent plus, vous ne lisez plus. Du coup, vous n'avez plus écrire, vous n'avez plus lire, vous n'avez plus apprendre. Monsieur de Clercq, vous avez avec votre association, il y a ce souci de sauvegarder des bâtiments qui ont un intérêt. Nous allons parler patrimoine à présent. Le Conseil d'État a rendu un avis suspensif à la démolition du kiosque de Postelli. Les travaux de construction de la ferme Saint-Quentin ont débuté il y a une semaine. À Agné, un projet de construction menace cet ancien manoir. Par manque de connaissances, les villes pourraient donc un peu trop facilement table rase de nos bâtiments. On voit que la durabilité, la valeur du métier a laissé toute sa place. Malgré 5 avis négatifs de démolition, la commune a donné le permis d'immeuble, ce qui est totalement inacceptable. Les habitants viennent de souffler vraiment. Rien ne laisse penser que le bâtiment va être absolument démoli. C'est un étudiant en architecture qui a pris son projet à deux mains. Donc vous comprenez tout de suite que finalement le combat est de taille par rapport à un certain nombre de démolitions qui ont augmenté ces dernières années et qui pose la question finalement de mon intervention aujourd'hui. La conférence va suivre en fait le schéma directeur du livre avec une introduction, ben voilà, quels enjeux aujourd'hui, quelles lignes directrices, quelques cas pratiques, ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, et finalement une réflexion critique de ce qui se dégage aujourd'hui, de notre patrimoine et de nos métiers. De voir aujourd'hui que le patrimoine, il est partout, dans les communes, dans nos campagnes, c'est finalement un facteur qui est en représentation de nos artisans, qui ont bâti, brique par brique, avec nos matériaux, nos pierres, des bâtiments qui sont encore là, aujourd'hui, et qui témoignent de leur robustesse, leur intégration, leur économie locale, et finalement de voir ce château, par exemple, du côté de Rochefort, parfait état, un couvreur avait mis d'ailleurs il y a moins de 10 ans la nouvelle couverture, et voici cette semaine. Un bâtiment rasé, qui était en parfait état, pour y mettre un bloc de béton polyuréthane. 0% de matériaux belges, importés, émissions de CO2 ont explosé avec un facteur 5, et on pose la question aujourd'hui. C'est ça l'écologie aujourd'hui? C'est ça le respect de nos métiers aujourd'hui? Et se poser la question aujourd'hui, quand on parle de développement durable, tiens, on parle de quoi? On parle d'un rapport de Brundtland en 1994 qui nous dit déjà, et qui nous alerte déjà en 1994, que la durée de vie des matériaux de nos bâtiments se réduit. Et c'est un point d'alerte finalement que personne n'écoute. De voir que cette durée de vie, elle se réduit dans les objets que nous utilisons au quotidien, mais également dans les lieux de vie que nous habitons. Mais pourquoi? Pourquoi? À cause des matériaux?
la façon de construire, les métiers qui disparaissent les uns après les autres, les métiers en pénurie, le couvreur, le charpentier qui disparaît finalement de toute la Wallonie aujourd'hui. De voir aussi, c'est une façon de construire aujourd'hui. Des matériaux chimiques qui ont envahi nos bâtiments, du béton, polyuréthane, des briquets de parement collés sur des façades, des étanchéités fixées de manière un peu sommaire avec du béton frais. Mais finalement, est-ce que ça fait fonctionner notre économie et nos métiers derrière ça? Quand on voit des marchés publics qui sous-traitent, et de voir que finalement on n'emploie plus aucun ouvrier belge. Et ce sont des métiers où on va faire importer des ouvriers, même pas déclarés, dans des chantiers même parfois classés. De voir que cette critique, elle a été faite par parfois des architectes belges, professeurs d'ailleurs, qui nous disent aujourd'hui que si, sur les 15 000 matériaux de construction répertoriés, il y en a moins d'une centaine qui soient acceptables, alors l'architecture ne peut absolument pas rester ce qu'elle est aujourd'hui depuis 75 ans. Nous sommes déjà dans les années 90. Pensez-vous que ça a changé? Absolument pas. Et de voir ce taux de déchets lié à la construction, on a beau entendre parler de développement durable aujourd'hui à toutes les sauces, on entend parler d'écologie à toutes les sauces, mais savez-vous que le taux de déchets lié à la construction n'a pas diminué? Le taux de déchets lié à la construction a augmenté de 134% en moins de 20 ans. On est un des pires scores européens en termes de réemploi et de réutilisation de nos matériaux. Et de voir que même dans des données comme Stabel, de voir que finalement même l'agriculture, qui est en chute libre évidemment, a réduit ses déchets énormément, les ménages également, l'industrie pareil, et la construction a explosé ces dernières années. Et de se poser finalement la question, est-ce que ce n'est pas la représentation d'une économie linéaire, qui use, qui produit et qui jette? Et de se poser finalement un autre constat. L'Europe qui nous dit que seulement 1% des matériaux sont réemployés dans le nord, notamment au nord de l'Europe, la Belgique pareil, notamment par rapport à leur première utilisation. Donc l'exemple simple, vous avez une pierre de taille qui a été taillée par un tailleur de pierre, elle est démontée, elle ne sera jamais, dans le 99% des cas, réutilisée en tant que pierre de taille. Et on dit que c'est de l'écologie derrière. On va vous dire que c'est du recyclage. On a broyé la pierre de taille et on l'a réutilisée comme gravillon pour une industrie. Et finalement, se poser, mais quel héritage on a derrière tout ça? Derrière ces grandes démolitions de masse, derrière finalement ce mépris de l'artisanat, de nos métiers, de notre économie aussi circulaire. Et on va explorer finalement, derrière quelques cas pratiques, derrière notre patrimoine, ce qu'il se passe, derrière ces grands cas à la fois de démolition, mais de ce qu'on présente en tout cas en tant qu'écologie. La ferme Saint-Quentin. Ah, ça a fait scandale il y a quelques semaines dans la presse nationale. Vous avez peut-être entendu parler de ce bâtiment médiéval. Un bâtiment situé à Ciney. C'est une propriété de l'école d'agronomie, qui est une propriété de la province de Namur, qui est située un tout petit peu en dehors du centre-ville. Vous voyez un petit peu en dehors, qui en fait est un lieu historique, occupé depuis la période gauloise et mérovingienne, et qui a été reconstruite, en fait, couche par couche, comme on a fait à chaque époque, et qu'on a réutilisé chaque fois, chaque matériau, on n'a jamais jeté. Et le site a évolué au 14e, 15e, 16e, 17e. Et de voir que ce bâtiment s'est adapté, on a construit des serres, le bâtiment a évolué, et finalement ce bâtiment était l'exemple type de notre économie locale. Des moellons de calcaire, des briques locales, un bâtiment qui a évolué, vous voyez ici sur la vue de Rhône, notamment le reste d'une chapelle, je ne sais pas si je dois pointer, où est-ce que je dois pointer, je ne sais pas, mais le reste d'une chapelle médiévale sur le haut à droite, et qui montre que le bâtiment a été transformé d'un site mérovingien, un romain, puis il est passé à un site médiéval. Le bâtiment nous montre à quel point les sociétés anciennes pouvaient s'adapter, construire avec leurs matériaux locaux, réemployer, ne pas jeter. Et se poser la question, mais finalement ce n'est pas ça l'écologie. Des bâtiments qui ont traversé les âges. Et d'arrêter de voir le patrimoine comme une vieille chose figée qu'il faut mettre dans une vitrine, mais comme peut-être un élément facteur de cohésion, de durabilité, d'emplois locaux également. D'un bâtiment qui avait été restauré, entretenu, le couvreur qui avait d'ailleurs posé il y a moins de 10 ans les ardoises ici sur la toiture de gauche, avec l'ancienne entrée de chapelle ici, et que le bâtiment servit encore d'école pour enseigner l'agronomie, le développement durable. Et finalement, c'est peut-être l'exemple type d'une économie circulaire, de voir que dans ce bâtiment, on a minimisé l'apport de ressources, de déchets et d'émissions. On n'a pas jeté. Quand on a démonté un plancher, on l'a réutilisé dans une charpente, on a réemployé,
on a ralenti les boucles énergétiques et matérielles. Donc, les pierres de taille ont été développées, changées de place, mais on n'a pas jeté. Et donc, on a évité l'élimination de matériaux premiers. Parce qu'on savait, les matériaux étaient chers, la main-d'œuvre était chère, également à certaines époques, et donc on minimisait le fait de polluer. Et donc, la province de Namur se dit, bah tiens, on a une bonne idée. On va améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Et donc, elle se dit, mais l'Europe est là. Et l'Europe sert notamment avec ce qu'on appelle un fonds PRR, qui est un fonds utilisé à toutes les sauces aujourd'hui en Wallonie, mais très peu expliqué finalement à la population, qui est un plan de relance et de résilience, qui vise sur le papier de magnifiques objectifs comme la mobilité, le climat, la durabilité, le bon vivre, en tout cas le vivre ensemble. Et donc sur le papier, un monde merveilleux. Un monde merveilleux qui est encadré par des normes, une norme qui s'appelle la DNSH, donc le Do Not Significant Harm, qui veut dire ne pas causer de dommages environnementaux, notamment dans toute activité présentant un bilan environnemental négatif, l'économie circulaire, des choses magnifiques sur le papier. Vous savez à quoi servit ce fonds? À démolir. Ce fonds est utilisé massivement en Wallonie pour démolir des matériaux locaux, pour les remplacer par des blocs de béton polyuréthane. Et ça, c'est financé par l'Europe. Plus de 2 millions d'euros. Et se poser la question, finalement, est-ce que c'est ça l'écologie? De jeter des matériaux locaux, des bâtiments qui auraient pu simplement être rénovés. Et donc nous sommes intervenus près en tout cas du gouvernement en place, et la ministre en charge du patrimoine nous a dit mais ce bâtiment n'est de toute façon plus un inventaire du patrimoine et donc il n'a aucune valeur. En Wallonie, nous avons des bâtiments romans du XIIIe siècle qui ne sont pas repris à l'inventaire. Est-ce qu'il faut tout raser pour ça? Est-ce que le patrimoine se limite qu'à une fiche? À simplement une petite réglementation posée sur un bureau d'un cabinet ministériel? Le patrimoine, c'est beaucoup plus, parce qu'il dépend de la dignité de nos vies, de nos métiers. Alors nous sommes sortis dans la presse. Ça a fait le tour de toute la presse nationale et locale, et de dire exactement que c'était du greenwashing. D'aller chercher des subsides, soi-disant pour l'écologie, et d'en arriver à de telles conclusions. Et donc la Libre, effectivement, a été très, très partisane finalement du propos, et effectivement, a-t-on fait n'importe quoi avec 1,6 million d'euros de fonds européens pour détruire cette ferme? Et donc nous avons réagi, nous avons dit, si la Belgique veut jouer sur ce jeu-là, nous allons jouer. Et donc nous avons mandaté un bureau d'études spécialisé en France pour réaliser le premier bilan écologique de la démolition d'un bâtiment. C'est-à-dire, quand on démolit un bâtiment historique, combien de tonnes de CO2 on émet de jeter autant de pierres? Et donc là, on prend le chemin à l'inverse. On dit, on démolit pour faire des économies d'énergie. Oui, mais attendez, démolir, ça met aussi des CO2. Et donc on va jouer au jeu inverse. Et ce rapport conclut, dans les études d'impact environnementaux associées à la démolition de la ferme, un facteur 4. Et donc 4 fois plus d'émissions de CO2 d'avoir démoli et reconstruit le bâtiment en béton, tandis qu'on aurait été aux alentours de 312 à 372 kg de CO2 pour une simple rénovation. Moins cher, moins de CO2, et c'était de l'écologie. Et donc, en fait, avec des vrais experts, on arrive aujourd'hui à prendre contre-pied de ce greenwashing qui est malheureusement trop présent en Wallonie, et de voir que cette étude a même conclu à plus de 615 mètres cubes de matériaux qualitatifs qui ont été jetés, qui auraient pu resservir, et la commune de Signac avait notamment supplié pour récupérer les pierres, et la province de Namur a dit non, on va tout concasser. Tout a été concassé sur place. Et donc j'étais à côté de l'ardoisier qui avait posé il y a moins de 10 ans les ardoises sur sa toiture, qui aurait pu durer plus de 100 ans, qui a vu ces ardoises une par une jetées à la poubelle. Et qui m'a dit mais quel respect pour mon métier, et quel mépris aujourd'hui. C'est ça la Wallonie? C'est ça relancer l'économie en Wallonie? Et finalement c'est le premier constat de se dire c'est une idéologie de la table rase. Parce que c'est une idéologie. De voir que quand on a des experts qui vous disent non, c'est moins cher de rénover, qu'on a plus de CO2 et qu'on arrive quand même à une démolition, qu'on a une architecture qui est imposée sans enquête publique. Aucune enquête publique n'a été faite. Parce que c'était un permis simple. Ah, parce qu'en fait, un permis simple, c'est démolir le bâtiment pour le reconstruire à l'identique en béton. Donc pas besoin d'enquête publique. Mais finalement, est-ce que c'est ça la démocratie? Et donc on a mis les professeurs qui occupaient l'école encore une semaine avant, on les a mis dehors, et ils ont vu leur ferme rasée, médiévale, devant leurs yeux. Je parlais d'un deuxième dossier en région liégeoise, parce que je suis liégeois à l'origine, qui me tient à cœur, né à Verviers.
Et donc, je vais vous parler de Verviers. Une ville qui a été magnifique, pour ceux qui la connaissent un petit peu, une ville liée à son industrie lainière. Cette ville qui s'est développée au XVIIIe massivement le long de ses berges, un peu comme majoritairement la plupart des villes en Wallonie, et finalement qui s'est développée encore au fil du siècle, le XIXe siècle, où le colombage a été réemployé, on a construit des maisons bourgeoises, l'industrie s'est développée, vous voyez toute une série de quartiers le long, et toute une série de rues qui avaient toute leur beauté finalement dans l'expression de leur artisanat, des ouvriers qui ont travaillé dans l'industrie lanière. Vous voyez des mélanges en fait de bâtiments bourgeois et des bâtiments de l'industrie lanière qui se côtoyaient et qui ont fait une ville qui était à la fois en fait extrêmement mixte finalement dans les classes sociales, bien plus parfois qu'aujourd'hui, et des bâtiments qui ont vraiment ce mix entre le bâtiment ouvrier sur la gauche, le bâtiment bourgeois sur la droite, qui montre vraiment toute une richesse aussi dans le développement de nos villes wallonnes et qu'on a tendance à sous-estimer. Voilà le résultat. Des quartiers entiers rasés ces dernières années. Nous avons rasé des rues entières. C'est le seul pays qui fait encore ça dans toute l'Europe. Raser des quartiers entiers. On faisait ça dans les années 50, quand on prétextait que la tabula rasa était mieux pour la population, ou effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce genre de politique est catastrophique sur le plan social, environnemental et à la fois économique. De voir des rues qui sont rasées entièrement, et de voir le patrimoine qui tente de résister malgré des années d'abandon, des promoteurs immobiliers qui ont déjà prévu de reconstruire des blocs de béton à la style Ostende. Vous voyez ce genre de bâtiment qui ont envahi les berges d'Ostende, et tout le monde s'en mord les doigts aujourd'hui. De voir des projets qui s'imposent de telle sorte, et dans ces démolitions, voir le patrimoine réapparaître. Dans une simple façade bourgeoise, derrière la façade bourgeoise, on retrouve une ossature bois, 17e siècle, qui était cachée derrière. Et tout même le XVIIe siècle, au XVIIIe, au XIXe et au XXe, on n'a pas jeté cette ossature. Parce qu'on avait un respect de l'artisan. On avait un respect aussi des matières premières. On ne jetait pas le bois, on ne jetait pas la brique, on ne jetait pas la pierre de taille comme on fait aujourd'hui. Et finalement, dans la couche finalement de ces bâtiments, on voit finalement que la durée de vie des bâtiments est liée à un certain cycle de vie. Et de voir par exemple qu'un site qui n'a pas bougé en plus de 500 ans, qui a été occupé, une structure qui n'a pas bougé, vous avez vu l'ossature bois en chêne massif, qui n'a pas bougé en 300 ans, elle est là, elle n'a pas bougé, et on a simplement rempli parfois avec de la brique, on a remplacé les matériaux biosourcés qui étaient à l'intérieur, et finalement le bâtiment a évolué. Et simplement on a réadapté l'intérieur, on a amélioré le confort, on a rajouté des ouvertures, on a amélioré la circulation. Et de voir que peut-être que le patrimoine est peut-être la meilleure façon aujourd'hui de répondre à un défi écologique et économique. À la fois de refaire fonctionner des matériaux locaux, des artisans locaux, qui fassent finalement ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc ne pas jeter, réemployer les matériaux, les réintégrer dans un cycle finalement de production et d'écologie. Et de voir aujourd'hui que, aujourd'hui, pour répondre à ce défi, il faut intervenir dans des scénarios de réemploi et plus dans le greenwashing. De favoriser des rénovations, ne plus détruire. C'est le mot d'ordre aujourd'hui de ma politique patrimoniale, ne plus détruire. Des villes comme Paris ont par exemple interdit de démolir aujourd'hui. Ces actes forts, Bordeaux, Nantes, ont interdit de démolir. Obliger les propriétaires, parfois qui ont 4-5 maisons, à entretenir leurs bâtis qu'ils ont abandonnés dans les centres-villes et refaire du logement avec le parc immobilier existant. De voir le projet, Verviers, bâtiment, bloc de béton, polyuréthane, très beau sur le numérique. Vous n'imaginez pas dans la vie réelle comment ce bâtiment peut évoluer, surtout dans des villes qui ont été inondées et qu'on vient bétonner massivement comme ça en Bordeaux. Je vais vous parler d'un troisième dossier qui a fait scandale aussi également en Wallonie, qui a constitué la plus grosse jurisprudence du patrimoine au Conseil d'État. On va parler d'un kiosque. Un kiosque qui a fait trembler tout un gouvernement, sous le gouvernement d'Valérie Lebu, OMR. Nous sommes à Fosse-la-Ville. A priori, une ville que pas grand monde ne connaît aujourd'hui ici, qui est du côté de Namur, une ville connue pour ses chinelles et la Létarée, qui est un folklore extrêmement connu dans la région. Et de voir que cette ville médiévale, vous voyez toute l'artère en fait d'enceinte médiévale avec les remparts qui entouraient la ville, une collégiale médiévale avec des places hautes, une place basse pour la population, et finalement toute une ville médiévale qui s'est développée autour de son histoire. Aujourd'hui, vous retrouvez finalement toute l'écriture du tissu médiéval. La place haute avec la collégiale, la place basse avec son kiosque, son hôtel de ville, avec la tour qui articule les deux places, et l'ancien tracé des remparts. Et là, on voit toute une ville qui a évolué, qui s'est transformée. Vous voyez sur la place du marché un bel hôtel de ville, Renaissance flamande,
qui a repris en fait le tracé de la halle médiévale. Là, l'hôtel de ville s'est implanté avec le tribunal sur sa place du marché, un kiosque où en fait les gens se réunissaient et qui était lié finalement à un folklore local, qui était lié à la létarée, qui était en fait un peu comme les gilles de Binge, qui se réunissaient, qui dansaient, tout avoir un pas extrêmement précis en fait lié à la danse, et un bourgmestre qui est arrivé, qui s'est dit il faut être moderne, peu importe la vie de la population, il faut être moderne, et avancer avec son temps. Voilà le projet. L'objectif, raser le centre-ville. C'est un projet qui est très fort, qui n'a pas été fait avec enquête publique et qui a été fait sans technique d'urbanisme. Et donc on est arrivé avec un bourgmestre qui est arrivé sur sa haute estrade en tant que petit baron et qui s'est dit il faut raser ce centre-ville. Moi je le trouve vieillot, ces vieilles briques, ces vieilles pierres de taille qu'ont construit les artisans du siècle passé, j'estime qu'il faut être moderne. Et donc on a une halle en béton, n'imaginez même pas du bois, ou alors du bois chinois, béton et une institution en acier cortex, parce qu'évidemment il faut être moderne, hein. On va utiliser des matériaux qui ne sont pas belges. Et mais le problème c'est que la place est classée. Elle est classée au monument historique, mais pas seulement le kiosque, la place, l'hôtel de ville et tout l'ensemble en fait, est repris en tant qu'ensemble esthétique. Voici le premier rapport de réunion qui a été fait avec l'Agence Wallonne du patrimoine et les autorités communales, où les autorités communales ont dit voilà, moi si j'estime qu'il y a une tornade qui passe sur la place, il faut raser ce kiosque. Imaginez une tornade qui tue un enfant de 3 ans. Et donc la WAP est arrivée effarée, a dit mais attendez, votre bâtiment de 1 ne tombe pas en ruine, donc vous n'avez aucune raison de démolir ce bâtiment, il est utilisé pour le folklore, et vous n'avez pas fait d'enquête publique. Et donc la WAP s'est dit non, ce bâtiment n'a aucun problème. Je vais vous montrer le rapport du délégué syndical qui est intervenu dans le cache investigation de la RTBF. En parlant d'encadrement, voilà ce que nous apprenons au hasard dans l'entretien avec un permanent syndical du service public. Les agents de la WAP ont fait l'objet d'un recadrement sur ce dossier. Le rapport de l'agence était négatif pour le déclassement, négatif pour la destruction, mais il y avait par contre le ministre qui a décidé que oui, il fallait déclasser, oui, il fallait démolir, et puis après qui a demandé aux agents de justifier la décision de démolir. Mais après, au chat, vous parlez de Foscaville, vous parlez des kiosques de Foscaville. Je parle des kiosques de Foscaville, où effectivement la vie est étonnante. Alors, étonnant. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un agent qui est mis sous pression dans le cas du kiosque de Foscaville. On leur dit voilà où il faut arriver et faites un peu de sophisme et trouvez une analyse qui répond aux besoins politiques. Voici donc la première réponse du délégué syndical. Et donc voici le kiosque un jour après. Donc vous constatez qu'il y a quelques morceaux de plafond qui étaient effectivement effondrés en éternite, et pas du tout la structure, parce qu'en fait l'administration avait bouché les évacuations d'eau avec du polyuréthane. Évidemment, si l'eau ne peut plus évacuer, elle accumule sur le toit, et donc effectivement le plafond fouettait. Voici le lendemain. Puis le kiosque. Aucune enquête publique, aucune concertation, et contre l'avis de la WAP, de la ministre, et de la Commission royale des monuments Cité Fouille. Suite à ça, la ministre a quand même suivi. Elle a fait déclasser le kiosque, la place et l'hôtel de ville. Un mois après, le bourgmestre présentait la démolition de l'hôtel de ville. Dans ces cas-là, nous avons été avertis par la population et nous sommes posés la question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Le kiosque est à moitié démoli, il a été broyé sur place, évidemment, et l'hôtel de ville, qui n'a aucun problème sanitaire, lui est toujours là. Et donc on s'est dit, il faut obtenir justice. Et donc on a récolté des fonds et on est allé au Conseil d'État. Voici les 2 arrêts du Conseil d'État qui ont fait reclasser le kiosque, la place, l'hôtel de ville et annuler toutes les démolitions qui ont été faites avant. Nous avons obtenu total contrôle. Ce qui est important dans ce dossier, c'est de retenir finalement la tyrannie de l'administration. Un manquement total finalement du devoir public par rapport à sa population. Une table rase, idéologique. Et finalement de nombreuses inégalités qui témoignent finalement d'un problème de cette table rase idéologique qui a lieu en Wallonie, de modernité à tout prix, de démolition, de mépris de la démocratie. S'il fallait vraiment démolir ce kiosque, il fallait d'abord le justifier,
et finalement parler avec les gens. Et finalement, aujourd'hui, derrière tout ça, c'est ce slogan. Il faut absolument être moderne, qui nous revient à toutes les sauces. Mais finalement, à quel prix? À quel prix, finalement, quand on voit finalement cette économie linéaire qui use, utilise et jette toutes les cultures? On subit ça malheureusement au siècle dernier, et de se poser la question finalement de nos dégâts aujourd'hui à la fois économiques et sociaux. De voir des urbanismes qui ont été radicaux depuis les années 30, même dans l'architecture moderne, et se dire voilà, on fait table rase du passé. Il faut se démarquer, faire table rase des traditions et de métiers de l'artisanat. Et qu'on construit des ghettos, des villes indépendantes, dépendant de la voiture, qui ont fait des villes extrêmement problématiques sur les plans sociaux, on se dit voilà, on construit les logements, on met les gens là-dedans, on verra comment ils évoluent. On connaît très bien comment ces logements évoluent. 20 ans plus tard, ils ont tous été démolis. Sous des raisons de dignité humaine. Les grandes banlieues qui ont été démolies la plupart du temps du côté de Paris, parfois construites sur un architecte qui s'appelle Le Corbusier, ont été démolies sous dignité humaine. Le jour où je suis architecte, on démolit un bâtiment sous dignité humaine, je vais en mettre toute ma vie en question, je vous assure. De voir qu'en France, on a adopté des circulaires, comme la circulaire Guichard, qui a interdit la construction de ces grands ensembles, parce qu'on connaît très bien les défauts de ces architectures, et de voir aujourd'hui des grandes critiques de facultés d'architecture qui disent que finalement, avant cette modernisation radicale, qui a été au mépris finalement des métiers, on remarque que finalement, les siècles derniers et les siècles précédents étaient un processus d'innovation et d'adaptation lente, où finalement les traditions de construction et de formation d'espaces de vie quotidienne étaient quelque chose d'extrêmement régulier. Et qu'au cours des 100 dernières années, de nombreuses solutions visant à répondre aux besoins de logement, uniquement axées sur la vitesse et le nombre de production, ont échoué et échouent encore. Qui montre finalement qu'on est toujours dans cette logique de démolition, toujours dans cette même logique de surproduction, de surconsommation, également dans la production architecturale. De voir un certain nombre aussi de critiques littéraires ces dernières années, comme Bruno Latour, comme finalement Le Corbusier, un fascisme français que je vous invite à lire également, qui ont prouvé finalement un radicalisme dans la manière de produire et de finalement de voir l'architecture aujourd'hui dans sa déconnexion totale avec le tissu ancien. Je vais vous montrer un exemple d'une de mes profs à l'EPFL, qui a travaillé aussi à Paris-Malaquais, à Paris, qui en fait remet en doute le modernisme en disant « nous avons fait table rase de tout, le passé, il n'y a rien de bon, du passé faisant table rase de tout ». Comme le souligne Adolphe Loos, il est vrai peut-être que le logement a une minorité énorme par rapport à d'autres domaines de recherche et de l'architecture. Ce qui est démontré par le fait que dans un appartement ancien, on habite par exemple. Alors, je voudrais dire aussi que beaucoup de choses qui sont attribuées à Le Corbusier comme nouveautés, en fait, sont préparées de très très longue date avant. Par exemple, on attribue beaucoup à Le Corbusier l'atelier d'artistes. Si on prend l'unité d'habitation de Marseille, si vous voulez, eh bien, on trouve le tuba, comme disent les gens des Beaux-Arts, on trouve le modèle dans l'immeuble d'Arlington de la rue Campagne Première en 1911. Moi, j'ai mis les deux plans l'un sur l'autre, c'est le même. À l'époque, Arlington n'était même pas d'avant-garde, puisque ça se faisait banalement dans l'architecture pour la très grande bourgeoisie qui voulait avoir ce qu'ils appelaient un studio ou un hall anglais, c'est-à-dire la double hauteur, l'escalier qui mène l'escalier contre un mur sur le modèle de l'atelier d'artiste, puisque cet escalier menait à la possibilité de ranger des toiles. Hein. Donc en fait, ce modèle est un modèle très très fort de la société française. Le Corbusier s'en est emparé, il a fait toutes sortes de transformations esthétiques avec ce modèle, mais ce modèle est fondamentalement ancré dans le XIXe siècle. Et donc de voir des architectes qui ont, soi-disant, sous prétexte de modernité, réinventé l'architecture en disant il n'y a rien de bon avant, et réemployer des processus industriels extrêmement massifs, extrêmement aussi radicaux dans la manière d'habiter,
On déconnectait les gens. Il fallait absolument sélectionner la population qui méritait d'habiter dans ces populations, dans ces habitations, les mettre en dehors des centres-villes pour mieux les contrôler. Et finalement, est-ce que c'est le message qu'on renvoie aujourd'hui? Est-ce qu'on construit de manière si différente aujourd'hui, finalement? De voir comme vous voyez, la cité radieuse qui était abordée par Monique Eleb, qui est la plus grande spécialiste du haussmannien, qui vous dit on dit qu'on a inventé ces structures en disant on a inventé du neuf, et finalement, on doit retrouver exactement la même architecture bourgeoise, finalement, banalement, au 19e et au 20e siècle, avec la double hauteur et le balcon. Et de se dire que finalement, peut-être que nous n'avons jamais été modernes. Et de voir que nous avons peut-être subi uniquement des propos radicaux, esthétiques, qui visaient des portées politiques à l'époque. De voir par exemple le plan Voisin, où Le Corbusier avait prévu de raser Paris. Il estimait qu'il fallait raser le vieux monde et imposer une architecture standardisée pour mieux contrôler la population. Ça laisse poser des questions également, parce que cette personne est toujours enseignée dans les facultés d'architecture comme un dieu vivant. C'est parfois même une obligation de l'étudier, de le présenter comme référence. J'ai encore eu le cas il y a une semaine. Et de voir finalement des critiques qui nous sont un peu sorties ces derniers temps sur Le Corbusier et qui disent mais attendez, on a découvert des choses où il était affilié à des partis politiques extrémistes, qu'il était en fait impliqué dans les partis fascistes. Et de voir des discours qui sortent enfin derrière l'homme, créer une race solide, belle, saine, virile, classer les populations urbaines, trier et refouler ceux qui sont inutiles à la vie. Il était impliqué dans ce qu'on appelle le réseau Le Faisceau, qui a été le premier parti fasciste en fait en France, qui visait l'antiparlementarisme, le national-socialisme, et qui visait des propos extrêmement durs, de classification, d'eugénisme, et qui laisse poser question, peut-on encore enseigner à nos étudiants de tels propos? Parce que les deux sont liés. Quand vous avez, dans par exemple ces comités centrales d'architecture, cette personne qui invite des fascistes eugénistes dans ces comités d'architecture, on ne peut plus faire la différence entre l'homme, la création de l'artiste, et finalement la politique qu'il a inclus dedans. Et de voir Marc Perelman, qui est un architecte qui a écrit Le Corbusier, une froide vision du monde, qui a été d'ailleurs banni de tous les réseaux d'architectes en France à cause de ça, qui dit qu'on dissocie ses idées, son urbanisme et son architecture, alors que c'est une même chose. Et c'est là qu'on ne peut plus différencier finalement l'homme de l'œuvre. De voir finalement les constats aussi d'une société moderne, qui vise la rentabilisation, la contrôle, la dégradation de son environnement, et dont on voit finalement toute une série de conséquences qui avaient été déjà énoncées par Durkheim à la fin du 19e, l'inégalité sociale, l'anomie, l'hypercompétition, la dégradation de l'environnement, l'aliénation sociale, l'individualisme excessif. Ce sont des choses qui ont été déjà annoncées déjà au 19e. Nous sommes en plein dedans. Et de voir finalement construit-on de manière si différente aujourd'hui. Quand on nous pond des écoquartiers à Liège, il y a une liégeoise pas loin, qui a sans doute dû voir le reportage de la RTBF qui montrait finalement l'effondrement des écoquartiers 15 jours après leur construction, où les façades s'effondraient déjà. Et les gens ont dû vivre pendant plus d'un mois et demi sans isolation, les plafonds qui fuitaient, les infiltrations d'eau partout. Construit-on de manière si différente? De voir une petite comparaison entre les grands ensembles des années 50 et les écoquartiers aujourd'hui. Et finalement, les critiques sont les mêmes. Un fort entre-soi, une dépendance à la voiture, un isolement, une classification des populations, un environnement parfois conçu comme rigide, qui fait table rase du passé. Finalement, les critiques sont exactement les mêmes. Et qu'il ose poser question sur la marchandisation de ce qu'on appelle écoquartier, où en fait, il n'y a aucun matériau naturel dans ces bâtiments. Vous n'avez aucun isolant naturel dans ces bâtiments. C'est souvent du polyuréthane ou du polyéthylène, qui sont des dérivés de filiales du pétrole. Et qui laisse poser question de la manière de construire. Alors vous avez d'autres comparaisons avec Confluence Lyon, qui a été conçu comme un des exemples d'écoquartiers en Europe, et qui est un échec aujourd'hui de mixité et finalement de qualité aujourd'hui. De voir Mathieu Adam, qui est un chercheur à l'université de Lyon, grand chercheur hyper reconnu en Europe, qui après analyse, qui a sorti son livre cette année, Contre la ville durable, qui nous dit que les écoquartiers de la ville durable ne sont pas moins standardisés dans leur forme et leur fonction que ne l'étaient les grands ensembles de la ville moderne, lesquels étaient d'ailleurs plus diversifiés que leur réputation négative laisse présager. Et donc si les discours vantant la prise en compte des spécificités locales ont accordé aux prétentions universalistes, l'évolution se situe moins dans l'uniformité de la production urbaine que les causes de cette uniformité dans la projection des populations qui doivent peupler ces quartiers. Donc contrairement aux prophéties enthousiastes des années 2000, la ville durable n'a en rien retourné comme un gant les principes fondamentaux de la Charte d'Athènes, sous Corbusier.
Si le scientisme de la durabilité a bien succédé à celui du modernisme, l'histoire de l'urbanisme n'en a pas pour autant été chamboulée. Et donc c'est des critiques aujourd'hui qui sont très fortes, qui remettent en doute toute la manière de construire aujourd'hui dans notre société. Et à côté de ça, le patrimoine, on se demande comment il évolue. Le Corbusier avait interdit notamment avec la Charte de Venise l'interdiction de reproduire de l'architecture ancienne. Ça aurait été du faux vieux. Donc utiliser des matériaux locaux, reproduire des motifs anciens, il fallait interdire. Et donc l'UNESCO a adopté la Charte de Venise. Et finalement, des années après, on s'est rendu compte que c'était quand même très radical comme position. Et donc la Charte de Cracovie est née. Et petit à petit, les pays se sont dit, mais attendez, toutes ces politiques finalement, que ce soit fascistes, communistes, des choses comme ça, qui ont fait table rase sur le passé, finalement parfois de l'architecture 19e, 18e ou locale, avaient-elles le droit, sans consultation avec la population, sans référendum, sans participation? Et finalement, ces dernières années, une grande politique de reconstruction des monuments historiques ont lieu. Ce n'est jamais enseigné dans les facultés d'architecture. Un simple exemple, voici le palais de la République à Berlin, que certains ont peut-être connu. Donc les soviétiques avaient démoli le palais baroque qui avait eu lieu en fait à Berlin. Voici aujourd'hui, en 2021, la reconstruction totale du château de Berlin. Ça a été fait avec un référendum. Et là, toute la différence. Ça n'a pas été imposé à la population. La population a exigé de démolir la froideur de cette architecture, qui avait en plus mal vieilli, qui était difficilement en plus entretenable. Et donc, on a reconstruit avec une double peau, il y a du béton, c'est très critiquable aussi. Mais au moins, c'est la première fois qu'un tailleur de pierre s'est retrouvé à côté d'un ouvrier dans le bâtiment. Et finalement, c'est peut-être le symbole de relancer nos artisans, de relancer la matérialité locale. Au-delà d'un simple esthétique, peu discutable, mais on a fait revenir un artisan sur le chantier de la construction. De voir par exemple ici, nous sommes à Potsdam, un peu en bas de Berlin, où finalement tous les bâtiments communistes avaient fait raser aussi le château et tout ce qui était finalement édifice culturel, et il s'est posé aussi la question, où un riche milliardaire s'est dit, vos bâtiments, le centre-ville a été massacré, on fait un référendum et je vous propose de reconstruire ce qui a été démoli. Population pour ou contre. Et le milliardaire finance. Pourquoi pas? Alors on a dressé une partie de mur, on s'est dit voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre? Enquête publique, participation. 95% de la population a demandé la démolition du bâtiment moderniste. Les 5% restants, dans ces 5%, 95% étaient des architectes qui s'opposaient. Voici aujourd'hui tout le quartier, reconstruit entièrement avec des quartiers, des places publiques, des zones végétalisées, des parcs publics. Et le château qui avait son rôle bourgeois à l'époque, en fait, est devenu un centre culturel, un centre de réunion pour les comités de quartier, pour des lieux de théâtre, de rassemblement. Et donc, au-delà, finalement, d'une représentation parfois bourgeoise de l'architecture, on a réattribué cette architecture pour le peuple. C'est peut-être la future maison du peuple, finalement, aussi, également. Et se poser cette question. Et finalement, aussi, c'est une vision qui honore, finalement, le milliardaire qui a mis un certain montant sur la table, a dit, voilà, je finance ça, lui, ça lui fait un nom gravé sur une pierre, et finalement, ça sert à la population. Et de voir finalement, juste avant la démolition du bâtiment moderniste sur la gauche, les gens ont été très choqués de voir, finalement, même les touristes, de voir cette opposition entre le bâtiment moderniste sur la gauche et le château qui a été reconstruit il y a moins de 2 ans sur la droite. Et on a l'impression que le bâtiment sur la gauche, finalement, n'a pas du tout sa place, qu'ils sont complètement déconnectés. Le bâtiment tombe en ruine, difficilement en fait réutilisable, parce qu'en fait les hauteurs de plafond étaient tellement basses à l'époque qu'on doit isoler parfois ces planchers, on a vraiment du mal. C'est des bâtiments qui sont difficilement réutilisables, parce que la qualité du béton n'y était pas, parce que les hauteurs des espaces étaient toujours minimalisées un maximum. Et donc de voir cette démolition qui a été exigée également par la population est un symbole fort aujourd'hui dans l'architecture. Et se poser la question, aujourd'hui vous allez le voir, peut-on reconstruire un monument et la question de la reconstruction de ces bâtiments. La démonstration est assez claire et que on aura à vous dire, on ne peut pas non plus parler de perte d'immortels chefs-d'œuvre de l'histoire de l'architecture contemporaine et qui sont en plus des chefs-d'œuvre entre guillemets, si même quand on les considérait qui étaient relativement répétitifs. Donc on a quand même et ce qu'il faut peut-être plutôt se poser, c'est la question de la critique du modèle de l'architecture contemporaine qui a été assénée sans aucune participation citoyenne pendant tout le XXe siècle.
et en particulier dans ces dictatures qui ont justement par l'architecture brutaliste, bien que je vous invite à y vivre. Alors tout le monde est tout à fait d'accord que ce soit l'autre qui y vive, hein, mais de même qu'on est tout à fait d'accord pour que les gens puissent regarder, à condition que ce soit. C'est cool, je ne sais pas pourquoi. Je vais juste relancer, désolé. Non, ça ne fonctionne pas. Non, bah, le Linux, non, je ne pense pas. Non, non. Bon, ça devrait le faire. Donc, vous allez voir l'architecte en chef des monuments historiques de France, qui a été un des architectes les plus importants en France notamment. La démonstration est assez claire et que on aura à vous dire, on ne peut pas non plus parler de perte d'immortels chefs-d'œuvre de l'histoire de l'architecture contemporaine et qui sont en plus des chefs-d'œuvre entre guillemets, c'est même on les considérait qui étaient relativement répétitifs. Donc on a quand même et ce qu'il faut peut-être plutôt se poser, c'est la question de la critique du modèle de l'architecture contemporaine qui a été assénée sans aucune participation citoyenne pendant tout le XXe siècle, et en particulier dans ces dictatures qui ont justement par l'architecture brutaliste, bien que je vous invite à y vivre. Alors tout le monde est tout à fait d'accord que ce soit l'autre qui y vive, hein, mais de même qu'on est tout à fait d'accord pour que les gens... Bon, il y a un problème avec le fichier. Mais effectivement, donc, ici, l'architecte en chef mettait en cause finalement le modèle architectural tel qu'il a été imposé, et son monologue à côté, justement, reposait la question de toutes ces reconstructions, et qui montre finalement l'échec finalement du modernisme tel qu'il a été asséné, et finalement les difficultés d'intégrer encore ce genre de patrimoine dans la société actuellement. Et de voir aujourd'hui des livres qui sortent comme Philippe Simet, qui est chercheur à Paris, qui travaille à l'ENSA, de la faculté d'architecture, qui nous dit refuser d'employer des procédés industriels, retrouver des savoir-faire anciens, mobiliser des ressources matérielles et humaines locales n'est en rien une attitude passéiste ou conservatrice. C'est un constat lucide des conditions socio-écologiques dont dépend la dignité de nos vies et de nos métiers. C'est un chercheur qui montre finalement aussi ce grand regard critique, finalement, de ce qu'est l'écologie et de ce qu'est finalement une économie liée finalement à ces artisans locaux. Et se poser, mais la question, après, vers une architecture du Corbusier, vers un héritage, plutôt. De peut-être voir, à travers un chantier que j'ai moi-même fait, avec des charpentiers du côté de Strasbourg, peut-être la redéfinition, finalement, d'une architecture plus durable et plus locale. Nous sommes, alors je ne le prononcerai pas, parce que le nom du village est un petit peu complexe. C'est ça, exactement. Ah bah c'est vrai. Et donc, nous sommes au nord de Strasbourg, où il y avait notamment une ancienne grange en colombage alsacien. Alors, il ne faut surtout pas critiquer le colombage alsacien, parce que vos amis alsaciens vous sauteront à la gorge, parce qu'une maison en colombage est démolie chaque jour dans cette région. Il y a une telle promotion immobilière que en fait, les rapports de performance énergétique connaissent très mal ces bâtiments et ne savent pas comment fonctionne une maison alsacienne. Et donc, on met par voie inconnue, PEBF, et peu en rase. Facilité. Et donc, ici, c'est un travail qui a été fait uniquement avec des compagnons, sans architectes, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande position entre les architectes et les artisans. Et finalement, nous avons récupéré cette grange et nous avons reconstruit des maisons tout autour dans le quartier, avec 80% de réemploi de matériaux du village. Et donc, d'une tristesse finalement de perdre un patrimoine, on l'a démonté et on l'a remonté à côté. Parce qu'en fait, c'est une architecture qui était extrêmement facilement démontable. Le colombage alsacien, ce n'est que du tonneau mortaise, des assemblages, donc c'est super facilement démontable, facilement réparable, aussi on l'oublie souvent. Et on a tendance à croire que le colombage en bois est moins résistant finalement qu'une ossature béton avec un isolant polyéthylène aujourd'hui. Souvenez-vous la tour Grenfell il y a quelques années, avec le polyéthylène qui est hyper inflammable et qui a tué 84 personnes dans l'immeuble. Un colombage en bois peut résister plus de 45 minutes sans perte de propriété, notamment liée au feu, et qui laisse finalement 45 minutes largement le temps aussi des gens à évacuer l'immeuble. Et donc finalement, on s'est réapproprié cette grange, et voici les nouvelles maisons
qui ont été construites, 80% à 90% de réemploi, de l'ossature locale, aucun bois chimique, que du bois français, aucun pourcentage de béton, que des chapes en argile, des dalles de chaux, notamment une tuilerie qui travaillait dans le village voisin, qui a fait toutes ces tuiles locales. Et c'est notamment les tuiles qui servent pour le château juste à côté, j'oublie toujours le nom, ça m'en reviendra, du Haut-Königsbourg, voilà. C'est la tuilerie officielle, qui est la dernière tuilerie en fait dans toute cette partie du pays, qui est à 2 doigts de faire faillite, qui tourne en fait à plein régime, pour essayer d'éviter la faillite. Et donc c'était l'occasion de faire refinancer aussi, finalement, de réemployer et réactiver finalement toute une série d'artisans qui étaient laissés finalement à l'abandon, et de voir finalement que les gens vivent bien dans ces architectures. Parce que vous voyez qu'on a en fait des éléments qui empêchent d'avoir trop de soleil à l'intérieur, des châssis bois, des ventilations naturelles, des bâtiments qui sont facilement démontables, réemployables. De voir quand on peut regarder des zooms, finalement c'est uniquement des matériaux qui respirent. On a une dalle de grès, une fondation en grès, qui est le grès local, rose en fait, de ce genre de carrière à proximité. Et finalement la carrière qui était tout fière, pour une fois, d'éviter d'envoyer son grès en Chine, mais en France. Et ça leur faisait bizarre, parce qu'on oublie souvent que quand on utilise des pavés, par exemple, en Belgique, on ne prend pas du grès belge, on emploie du grès chinois. Et puis on se demande pourquoi tous les pavés sautent. Et de voir que peut-être, aujourd'hui, de revoir le patrimoine non pas comme un élément nostalgique, mais comme un élément contemporain, de ce qui peut encore nous apprendre en tant qu'élément durable, réemployable, local, et finalement lié à nos métiers. Et de voir que ça peut rentrer dans cette boucle de réutilisation, de durabilité, et de sortir finalement des discours politiques, des discours finalement d'architectes qui nous disent, bien pensants, de mettre des gens dans des cages à poules, et peut-être de revenir à une architecture plus humaine et plus locale. Merci de votre écoute. Alors, je vais faire ma petite publicité. Mon livre est disponible exclusivement ici. Il est d'ailleurs en train d'exploser au niveau des ventes, vu tous les scandales que je révèle dedans. Donc, vous aurez quelques fous rires ou quelques larmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous souhaitez une petite dédicace ou un petit échange, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions à poser? Il y aura qu'à faire. Oui, cours, il a dit. Très court. Je le fais courir. Vous avez parlé tout au début, le château démoli tout près de Rochefort. Là, c'est quoi exactement? C'est une petite commune qui est pas très connue, qui s'appelle Divin. Oui, je connais. Ouais, c'est ça. C'est le château de Divin. Mais à Rochefort, on est en train de refaire la place. Et là, il y a eu des grosses questions justement urbanistiques parce qu'il y a un bâtiment qui est le centre culturel qui est classé, mais ils ont détourné la réglementation, je vais dire comme ça, parce qu'ils ont mis tout un bâtiment en verre devant cette façade qui est classée, mais comme elle n'est pas... Enfin, ils ont fait un système d'accolage, je vais dire comme ça, et donc c'est comme ça qu'ils ont eu l'autorisation. Et il y a également une toute petite chapelle en mémoire d'un événement qui s'est passé à Rochefort il y a je ne sais pas combien d'années, mais pareil, ils voulaient la détruire pour refaire la place qui ne ressemble plus à rien, parce qu'ils ont abattu des arbres, et en plus, quand on voit ce qui va rester comme surface, ça va être vraiment très très court, donc pour tout ce qui est... avant, on faisait des soirées, enfin, etc., ce ne sera plus possible. Donc voilà. C'était encore un problème aussi. C'est un problème lié à l'architecture, où par exemple, quand on a des bâtiments classés, on ne peut pas reproduire et souvent réutiliser des matériaux qui communiquent avec le bâtiment existant. Et donc, parfois, on a, comme ici, je vois la collégiale Saint-Jean à Liège, des châssis en acier Corpens. Et donc, on se demande comment cette architecture va vieillir, comment elle s'adapte par rapport au tissu ancien, de voir des matériaux industriels, souvent inadaptés par rapport aux bâtiments anciens. On a vu notamment des politiques d'isolation extérieure qui ont été promues dans toute la région wallonne. Savez-vous que mettre une isolation extérieure avec les matériaux aujourd'hui, vous tuez votre bâtiment? Parce qu'en fait, le polyéthylène et le polyuréthane empêchent la façade de ventiler, ce qui fait une accumulation de taux d'humidité dans la brique et qui fait pourrir littéralement votre bâtiment. Et qu'en plus, il n'y a pas au niveau santé tout ce que vous respirez en plus au niveau du polyéthylène et du polyuréthane.
Oui, une petite question. Vous avez parlé du financement européen PNR, si j'ai bien retenu. Je voulais juste savoir si c'était des dons ou des prêts. C'est du financement, c'est pas du prêt. Donc en fait, j'ai eu plusieurs dossiers PRR qui sont un peu problématiques parce qu'en fait, dans le dossier de l'affaire de Ciné, nous avons déposé plainte à l'Europe en Commission européenne. La plainte est en cours et nous avons saisi le parquet de Namur pour attaquer les décisionnaires en justice et demander la reconstruction à l'identique. J'ai dit clairement à la province de Namur que s'il faut reconstruire à l'identique et réouvrir une carrière, on ira jusqu'au bout. Ils ont enfin pas un peu la tête, mais effectivement, ça laisse poser question de voir de ce genre de financement européen. On a très peu de surveillance, et en plus, qui ne sert absolument pas à l'écologie, mais du greenwashing, et en plus, quand on voit les matériaux utilisés, on ne finance pas du tout l'emploi belge. Voilà. J'aurais plein de questions à poser. Je tutoie parce que je tutoie les personnes que je respecte. Mais je vais faire aucune question parce qu'il y en a trop, mais je vais juste te faire un énorme compliment pour ton courage d'aller contre un courant que j'ai connu depuis 40 ans. Il y a 40 ans, j'étais un petit jeune homme qui voulait faire l'architecture. Je ne l'ai pas fait parce que c'était un truc qui m'attristait de voir, et justement, je pressentais toute cette chose. Tu es allé contre ça, je trouve ça vraiment phénoménal. Ma seule question serait, est-ce qu'il y a d'autres comme toi? Est-ce que tu as fait un mouvement? Je l'espère vraiment. Alors, du coup, je dirige une association avec quand même un certain nombre de membres, dont 2 vice-présidents qui sont juristes tous les deux. Tous les mois, on est au Conseil d'État. Et on n'a jamais perdu une seule fois. Par contre, oui, j'ai fini héroïne en tant qu'étudiant, vous n'imaginez même pas. J'ai commencé à 16 ans, je faisais le job étudiant jusqu'à 3h du matin pour financer le Conseil d'État. Vous imaginez, donc ça a été un combat assez long, et aussi beaucoup de tentatives de corruption, vous n'imaginez même pas. J'ai encore un dossier dans la province liégeoise où j'essaie de sauver un château Art Nouveau, du côté de lui, et le promoteur immobilier m'a dit, si on vous donne 40 000 €, vous laissez les démissions. Donc c'est aussi ça, c'est la pression qui est énorme aussi derrière, à la fois politique, mais aussi au niveau de ce gouffre financier dans cette politique de démolition qui en fait n'a aucun respect du patrimoine local. On est ici dans une commune où on vit beaucoup ce genre de thématique-là, donc merci beaucoup, vraiment, ça donne vraiment de l'espoir de voir qu'il est possible de faire autrement. On avait un kiosque qui a été détruit pour faire un parking, c'est un peu le même genre de choses que vous avez montré, je ne vais pas répéter. Moi, je voulais savoir, comme ici, il n'y a pas de référendum, on ne peut pas se prononcer. Le seul recours des collectifs citoyens, c'est de recours au Conseil d'État, etc. Ce qui coûte très cher, évidemment, et ce sont les citoyens qui payent. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que ça? Le Conseil d'État ou le référendum, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait? Alors, c'est toujours une logique de faire les choses, en fait, petit à petit. Donc, il y a toujours l'enquête publique. Bon, n'imaginez même plus que les manifestations aient un effet. Moi, je déconseille à toute personne qui veut sauver un objectif, les manifestations, personne n'écoute. À part faire un article dans la presse, les pétitions, ne faites plus jamais, ça ne sert à rien. J'ai 250 dossiers en moins de 2 ans, pétition n'a jamais servi. J'ai encore un dossier où j'ai été interpellé à Charleroi, où Charleroi a décidé que raser toutes ces églises pour faire des parkings à la place, c'était une bonne solution. Voilà, difficile d'avoir autre chose comme argument. J'ai dit, mais transformer en maison du peuple, dire. Je sais pas, mais ils ont tout démoli aussi les maisons du peuple, hein, les socialistes. Voilà, ça c'est un avis personnel. Et finalement, là on va intervenir aussi au Conseil d'État, mais parfois dans certains permis, on a ce qui s'appelle aussi la commission de recours, où par exemple, je me souviens à Saint-Guilain, majorité bien rouge, où là on avait une ferme classée, magnifique petite ferme en briques locales et pierre de calcaire, qui n'avait aucun problème, et un Lidl qui était situé à côté. Et Lidl s'est dit, bah tiens, mon bâtiment que j'ai construit à 10 ans tombe en ruine. Bah, c'est pas grave, je vais le laisser tomber en ruine, et je vais reconstruire un nouveau magasin, 10 mètres à côté. Et donc, bah, il y a une ferme classée à côté, mais c'est pas grave, on rase la ferme. Et donc, l'agence du patrimoine dit non, la commission dit non, le fonctionnaire dit non, la commune va chercher son copain ministre, et ils ont donné un permis d'urbanisme. Et là, à quoi sert la ministre du patrimoine? À quoi sert l'agence du patrimoine si personne ne les écoute? C'est la question aussi. Et donc, ce qui s'est posé, c'est, tiens, vu que c'était un permis intégré avec un volet économique, en fait, dans le code d'été, on a pu aller en commission de recours, ce qui n'est pas payant, et on peut aller sans avocat, exposer les moyens. Après, je vous conseille toujours d'avoir un avocat, mais il y a encore moyen d'avoir des avocats dans vos proches qui puissent vous structurer, en tout cas, l'attaque. Moi-même, je suis étudiant juriste, ça me sert bien.
Et en fait, on a plaidé le dossier et on a gagné. On a fait annuler de fond en comble le dossier parce qu'en fait, Lidl prétendait qu'il fallait démolir la ferme parce qu'il y avait des galeries minières secrètes et inconnues en dessous du bâtiment. Et donc j'ai dit aux représentants de Lidl que si on démolissait cette galerie, j'irais démolir sa maison parce que je pense aussi qu'il y a des galeries minières secrètes inconnues. Bravo et merci Virgile pour tout ça. Je suis très content d'avoir trouvé quelques bouquins pour les amener ici parce qu'on doit vraiment les chercher maintenant, ça vaut la peine de les acheter. Ce qu'on voit maintenant, c'est que toute situation est le résultat d'un rapport de force, en fait. Alors, rapport de force du côté juridique, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas le bypasser, mais souvent, on n'est pas du tout sûr de par qui ça passe, par qui ça doit passer pour que ça corresponde aux intérêts de ceux qui sont au-dessus, tout ça. Par contre, on a vu aussi que si on est un petit peu costaud, point de vue réflexion, en communication publique, on peut réussir pas mal de choses. Qu'est-ce qui a ramené Trump de quasiment la prison à la présidence des États-Unis? Qu'est-ce qui a foutu quelques politiciens par cœur? C'est chaque fois du politique, mais citoyen, c'est de la communication publique. Est-ce que tu vois, j'ai pas dit que j'étais tout à fait pour Trump, qui m'en fait pas partiellement non plus, c'est autre chose. Mais est-ce que tu as actuellement des projets où on pourrait t'aider en communication publique? Alors, la politique, c'est plus de la communication. Ça, tout le monde en compte aujourd'hui. C'est plus que de la com. On entend les débats aujourd'hui, ça c'est mon titre personnel, c'est plus que de la com. On entend rarement un débat de fond aujourd'hui quand on parle d'un sujet profond en Wallonie. On n'entend jamais parler d'aménagement du territoire, d'enjeux, du CODT, du COPAT. On n'entend jamais parler finalement des enjeux qui nous concernent. Vous avez déjà entendu dans les dernières élections qu'on parlait de performance énergétique? Non, parce qu'en fait c'est un sujet qui n'est pas connu. Mais c'est à nous à le faire. Oui, et donc en fait c'est aussi à vous citoyens de vous engager également. Moi je suis ici également engagé. Au niveau politique, parce que si on veut changer les choses, on a besoin aussi de renverser cette machine en fait de politique qui sont sur leur pied d'estrade et de pouvoir justement, c'est uniquement personnel et je ne tiens pas à ni encourager ni à critiquer. Chaque parti pour moi a des très bonnes choses à défendre, majoritairement en tout cas en Wallonie. Je suis libéral. Pourtant, je suis peut-être un des rares à défendre l'écologie, le social, le vivre ensemble, l'aménagement du territoire. Mais voilà, c'est parce que j'ai effectivement une politique qui défend plutôt les artisans belges que des politiques qui défendent l'artisan chinois, enfin l'industriel chinois dans quelles conditions. Mais qui ne m'empêche pas de travailler avec des dossiers comme à Fos-la-Ville, où j'ai fait tomber le bourgmestre qui est un libéral. J'ai fait tomber 2 fois la ministre du patrimoine au Conseil d'État, alors que c'est une libérale. Et en fait, c'est une question d'honnêteté, d'enjeu, d'engagement, qui pour moi doit revenir sur la place publique, peu importe la couleur politique, et peu importe qui en a en face de soi. Est-ce qu'il y a des projets où on peut t'aider? Le meilleur conseil que je peux vous regarder, c'est regarder toute la fiche jaune qu'il y a dans votre rue et posez-vous la question de ce qui est marqué dessus. La première action, c'est la sensibilisation. Et de voir, par exemple, nous, on a pas mal donc notre local est basé à Oui, mais on a plein de sous-branches en fait, qui sont basées en Wallonie. On a travaillé sur l'Ukraine, on a travaillé aussi en France, on travaille avec Stéphane Bern. Et en fait, c'est souvent les gens qui nous voient une affiche, qui nous alertent, et là, on intervient en fait. Ils nous collectent les infos, on a le dossier, on travaille avec l'avocat et on y va. Ici, j'ai une question, parce qu'elle est un peu timide. Elle demande qu'est-ce que tu penses de la démolition de Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame. Alors, de l'attentat de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame, je parlerai plutôt sur le sujet de la reconstruction. C'est un sujet où tous les architectes étaient contre le fait qu'on reconstruise cette église. Et donc ils voulaient des matériaux modernes, une flèche en acier cortens, des toitures en béton, faire un espèce de rooftop pour riches au-dessus. Et finalement, je vais être très critiqué pour ce que je vais dire maintenant, mais je préfère une reconstruction à l'identique entre des artisans que de me retrouver avec une flèche en acier cortens. Vraiment, l'occasion était peut-être de réinterpréter à mon goût, de ne pas copier pour copier, parce que Viollet-le-Duc a réinterprété une flèche qui était déjà existante, qui avait disparu sur Notre-Dame, et de peut-être s'engager à réinterpréter lui-même Viollet-le-Duc, travailler avec les statues qui restaient, de réinterpréter l'élancement, mais tout en restant aussi dans le bon sens, dans la proportion, les matériaux locaux, avec des artisans. Et effectivement, je m'opposerai toujours à une politique moderne qui veut, soi-disant, se démarquer et imposer sa vision des choses. Bravo. En tout cas, un grand merci. Je crois que la conférence, elle va porter, et je pense qu'il va être souvent invité. Alors moi, je vais confirmer tout ce qu'il a dit, parce que j'ai travaillé dans le bâtiment assez bien dans ma vie,
Mon dernier job, c'était de livrer du béton sur les chantiers. Donc, non, pour construire les maisons, il faut du béton. C'est un matériau qui, quand même, qui est recyclable et compagnie. Mais attention, je ne suis pas pour le tout béton. Je suis vraiment, j'aime bien la construction. Et ce que j'ai remarqué sur les chantiers, c'est le problème, c'est qu'on perd complètement comment on peut dire ça? Le savoir-faire. Le savoir-faire, tout à fait. On perd complètement le savoir-faire parce qu'on a des gens qui viennent de tous les pays. Alors, j'ai rien contre ces gens-là. C'est des Roumains, c'est des Brésiliens, c'est des Portugais et tout. Mais on voit que c'est même pas des gens de la construction. C'est des gens qui ont des statuts irlandais. Donc, ils sont embauchés par les Irlandais. Ils viennent là en tant que pseudo-indépendants irlandais. Ils ont un salaire qui est convenable même par chez nous. Mais ils ne payent que 10% d'impôts. Mais ces gens-là, j'en ai vu, ils ne savaient pas comment prendre une pelle en main, quoi. Et c'est eux qui refaisaient les autoroutes sur la route wallonne. J'ai vu des gars, ils ne savaient pas comment couler le béton pour faire un pont. C'est moi qui coulais le béton pour faire le pont. D'ailleurs, j'ai même engueulé le chef de chantier, j'ai engueulé le gars du maître, et j'ai engueulé le sous-traitant qui avait embauché ça, qui avait repris des sous-traitants, parce que ça va comme ça. Je vous jure que je me suis énervé. J'ai dit, parce que là, je dis, c'est mes impôts, là. Vous travaillez avec mes impôts. Vous avez coulé du béton, c'est mes impôts. Vous venez d'en renvoyer un camion de 8 mètres cubes de béton à la décharge, parce que vous avez mal commandé le béton. Et c'est vous qui, vous en foutez. C'est la région Wallonne qui paye, c'est nos impôts qui payent. Je les ai tellement engueulés que les ouvriers qui étaient là, qui ne comprenaient pas un mot de ce que je disais, ils m'ont regardé bizarre. Et les trois que j'avais devant moi, ils m'ont pas répondu. Ils se sont retournés, ils ont rentré dans leur voiture et ils sont partis. Ça, c'est un truc vraiment ce qui s'est passé dans la région de Mons. Et pour ce qui est des bâtiments, des monuments historiques, vous savez qu'on a démoli le pont des Trous à Tournai. Alors les Gilets jaunes de Belgique, on avait défendu ce pont des Trous pendant des semaines et des semaines. On a travaillé ensemble en fait, les Gilets jaunes, mon association. Et on est allé ensemble défendre avec une pétition et une manifestation sur place. J'y étais. Voilà, on a se passer. Certainement. Et il parlait toujours de déconstruction. Oui. En fait, on parle plus de démolition, on parle de déconstruction, parce que c'est plus facile à faire passer la pilule. Et donc, en fait, on a reproché dans ce pont médiéval, qui est la dernière porte d'eau en Europe, oui, mais ça a été endommagé pendant la guerre, et donc il faut démolir. Donc il y a quand même des gens qui sont battus pour reconstruire ce pont, déjà dans un premier temps, et que si on utilise cet argument, on peut raser la cathédrale de Tournai, parce qu'elle a une nef en béton. La cathédrale de Tournai avait brûlé en partie en toiture, et ce n'est pas une charpente en bois, mais une charpente en béton, derrière son bac de zinc. Et donc, en fait, au-delà aussi des choses, c'est qu'avec une telle politique, on peut tout raser en réalité. Tout. Et en fait, ça dépend chaque fois d'une question politique. Quand on parle de marché public, en fait, le problème, c'est une malformation aussi. Les gens ne sont plus assez formés dans les marchés publics. On imagine un marché public qui vise à la construction d'un bâtiment. On pourrait avoir des clauses sociales, environnementales, éthiques, qui soient inclus, en fait, dans le marché public pour avoir des métiers locaux, des matériaux locaux, une réduction en termes d'impact de CO2, à la place de chercher du grès chinois, on peut dire, là, en fait, le quota de CO2 limite la provenance des matériaux, et là, on rentre dans une boucle qui a du sens, et qui fait qu'aux citoyens, ils voient l'écologie non pas comme une écologie punitive, mais une écologie qui a du sens, en fait. Il faut savoir que la veille de la déconstruction-démolition, ils ont envoyé les forces spéciales belges. Donc ils sont venus avec la Lancia, avec les hommes, avec les cagoules armés, parce qu'ils savaient que nous, pendant la nuit, on allait monter sur le pont et qu'on allait défendre. On n'a pas réussi, parce que face à ces gens-là. Mais ils étaient sur les dents et ils avaient installé plein de caméras autour du pont et tout pour qu'on n'intervienne pas. Toute la nuit, ils ont patrouillé avec les combis pour qu'on n'intervienne pas sur ce pont. Et ce que je me souviens, c'était la RTBF qui avait fait RTBF et RTL étaient là. Et la veille, la journaliste, une rousse assez grande qui passe à la RTBF, elle dit au moins 5 à 10 fois déconstruction dans son reportage, quoi. Donc elle répète. Alors je vais la voir, je dis madame, je m'excuse, mais c'est une démolition, parce que vu les engins qu'ils ont ramenés, ça va être une démolition. Ah monsieur, ne m'agressez pas. Je ne vous agresse pas, je vous dis que vous vous trompez de terme, j'aimerais bien simplement que vous dites que c'est une démolition et pas une déconstruction. Bon. Elle fait son reportage, j'écoute, et elle dit au moins 10 fois déconstruction. Bon. Le lendemain, elle revient, les engins arrivent, ils mettent la fétiche en dessous, et là, ils démolissent
des grosses grues. Par des pierres d'ailleurs était dans l'eau. Mais... Ouais, là il démolit sa mort, quoi. Elle refait un reportage en direct à RTBF où elle reparle et elle dit déconstruction. Elle le dit plusieurs fois encore. Et puis son reportage s'arrête, donc RTBF passe à un autre sujet. Elle vient me voir, elle fait « Oh monsieur, vous avez raison, hein, c'est une vraie démolition. » Mais véridique, hein. Et avant ça, et alors je m'étais un peu énervé ce jour-là, parce qu'il y avait plus ou moins 1500 Tourdésiens qui étaient là, qui pleuraient parce qu'ils voyaient le pont. Donc il y avait vraiment un silence de mort autour de l'Escaut, qui voyait ce pont se faire détruire. Il n'y a personne. Et donc là, j'ai poussé une gueulante, hein, parce que bon, deux fois ça m'énerve, je m'énerve. J'ai poussé une gueulante, et donc RTL est venu, et il me fait « Ah monsieur, qu'est-ce que vous en pensez ?» et tout. Bah, je dis « C'est comme à l'image de la politique, tout, on démolit tout. » Et donc les gens sont venus voir faire démolir leur patrimoine, mais ils ne sont pas venus à notre appel qu'on avait fait les semaines avant. Parce que là, tous ces gens, ils se seraient mis en cercle autour de ce pont, ils se seraient assis, ils auraient dit non, on ne le démolit pas, mais ils n'auraient pas fait le démolir. Donc la population, bah oui, c'est un peu comme ça aussi qu'on peut essayer d'aider. Globalement, j'ai traité le dossier, il n'aurait rien pu faire parce qu'en fait, le pont a été démoli classé. Il n'a pas été déclassé avant démolition, et donc on a voulu faire une arche qu'on appelle l'arche McDonald, et donc ils avaient prévu de raser les 3 magnifiques arches en pierre pour faire une arche métallique en acier Cortez. Encore les grands discours à la con des architectes, désolé du terme. Et donc là, on a réussi à imposer une reconstruction, en tout cas en pierre, c'est pas le meilleur, mais on a évité le pire. C'est ce que je dis toujours avec ce pont. C'est qu'au moins on a permis une reconstruction avec des moellons de calcaire, et du béton aussi. On ne peut pas avoir une arche en pierre aujourd'hui parce qu'on n'a plus les artisans non plus. Et donc on a un parement en pierre, et au moins on a un respect plus ou moins des proportions d'origine, mais au moins les Tournésiens sont en train de se rassurer en disant on a évité le pire. Ouais. Et donc c'était pour faire passer des plus gros bateaux, c'était l'idée de départ, c'est de faire passer des plus gros bateaux. Qui ne sont jamais passés. Qui ne sont jamais passés. Qui ne sont jamais passés, parce qu'il y en a quelques-uns qui passent. Non, mais c'est vrai que quelque part ils ne sont jamais passés parce que... D'accord, on n'a jamais été signé. Oui, et puis il fallait attendre 2-3 ans pour que le grand canal du Nord par la France passe, qui arrive au Havre, et qui là il y a beaucoup plus large gabarit. Donc tout ça c'est une histoire de pognon et de pot de vin qui s'est fait avec le bourgmestre et avec les écolos. Et c'était aussi pour faire passer des déchets nucléaires. Donc bon, ça... on vient m'appeler dans 5 minutes, que ça vient de faire passer, mais je l'ai rappelé. Donc je te remercie beaucoup, et franchement c'est une belle rencontre. Merci.